Vous est-il déjà arrivé de vous sentir impuissant face à quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous manque de respect ou qui semble prendre plaisir à vous voir souffrir? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 façons intelligentes et stoïques de gérer ces personnes toxiques sans perdre votre dignité, votre paix intérieure ou votre intégrité. Ces stratégies ne consistent pas à devenir cruel ou vindicatif. Il s'agit plutôt de développer une force intérieure si solide que personne ne pourra jamais vous ébranler véritablement. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont affronté les pires adversités humaines et ont développé des méthodes éprouvées pour maintenir leur sérénité face à la méchanceté des autres. Dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des personnes qui cherchent à nous diminuer, à nous manipuler ou à nous faire du mal, ces enseignements millénaires prennent une résonance particulièrement puissante. Vous découvrirez comment transformer votre vulnérabilité en force, votre sensibilité en sagesse et votre douleur en pouvoir personnel. Au cours de cette exploration, je vais partager avec vous des techniques concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de vos interactions sociales et protéger votre bien-être émotionnel. Ces méthodes ont été testées à travers les siècles et continuent de transformer la vie de ceux qui les appliquent avec constance et intelligence. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour m'aider à continuer à créer du contenu qui peut véritablement changer votre existence. N'oubliez pas que vous êtes plus résilient que vous ne le pensez et plus capable de gérer l'adversité que vous ne l'imaginez. Découvrez comment maîtriser vos émotions et libérer votre véritable potentiel avec notre guide stoïque complet. Rendez-vous sur artestoica.com ou cliquez sur le lien du commentaire épinglé pour l'obtenir. Immédiatement. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de reprendre le contrôle, non pas sur les autres, ce qui est impossible, mais sur quelque chose de beaucoup plus important et absolument à votre portée. Vos propres réactions, votre propre état d'esprit et votre propre dignité. Le stoïcisme nous enseigne que personne ne peut nous faire du mal sans notre consentement et que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réponses face aux actions des autres. Cette vérité peut sembler difficile à accepter quand on souffre, mais c'est précisément cette acceptation qui nous libère et nous rend invincibles. Donc, si vous en avez assez d'être la victime des comportements toxiques des autres, si vous voulez apprendre à vous protéger sans devenir amer ou cynique, ou si vous cherchez simplement à développer une force intérieure inébranlable, restez avec moi. Cette vidéo peut transformer votre façon d'aborder tous vos conflits relationnels. Plongeons ensemble dans ces 10 stratégies stoïques qui vous permettront de gérer intelligemment ceux qui vous blessent, tout en préservant votre paix intérieure et votre intégrité personnelle. Façon intelligente numéro 1. Comprendre la source de leur comportement. La première est peut-être la plus libératrice des façons intelligentes de gérer ceux qui vous font du mal, consiste à développer une compréhension profonde des motivations psychologiques qui se cachent derrière leur comportement blessant. Cette perspective ne justifie pas leurs actions, mais elle vous donne un pouvoir immense, celui de ne plus prendre personnellement ce qui n'a souvent rien à voir avec vous. Marc Aurèle nous rappelait constamment cette vérité fondamentale. Quand quelqu'un vous fait du tort, ne vous demandez pas immédiatement quelle conception du bien et du mal l'a poussé à agir ainsi. Demandez-vous plutôt quelle douleur non résolue dans sa propre vie l'amène à infliger cette douleur aux autres. Les personnes qui blessent les autres délibérément sont presque toujours des personnes qui souffrent elles-mêmes. Cette souffrance peut prendre de nombreuses formes: insécurité profonde, traumatisme non résolu, peur de l'abandon, besoin désespéré de contrôle ou sentiment d'infériorité qu'il tente de masquer en rabaissant les autres. Lorsque quelqu'un vous critique constamment, il y a de fortes chances qu'il soit hanté par sa propre voix critique intérieure. Quand quelqu'un cherche à vous manipuler ou vous contrôler,
c'est souvent parce qu'il se sent impuissant dans sa propre vie. Quand quelqu'un vous rejette ou vous ignore délibérément, il agit probablement à partir de sa propre peur de l'intimité ou du rejet. Cette compréhension transforme immédiatement votre relation à leur comportement. Au lieu de vous sentir personnellement attaqué ou diminué, vous pouvez voir leurs actions pour ce qu'elles sont vraiment, des symptômes de leur propre déséquilibre intérieur. Un exercice puissant consiste à pratiquer ce que j'appelle l'analyse compassionnelle. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, au lieu de réagir immédiatement avec colère ou douleur, prenez un moment pour vous demander quelle souffrance cette personne pourrait-elle porter pour agir de cette façon. Cette question ne vous rend pas naïf ou passif. Elle vous donne simplement une perspective qui vous permet de répondre avec sagesse plutôt qu'avec réactivité. Cette compréhension vous libère également du besoin de chercher leur approbation ou de changer leur opinion sur vous. Lorsque vous réalisez que leur comportement reflète leur état intérieur plutôt qu'une vérité sur votre valeur, vous cessez de donner à leurs actions le pouvoir de définir votre estime de vous-même. Sénèque enseignait que nous devons traiter les personnes difficiles comme des patients mentaux qui ne sont pas entièrement responsables de leurs actions. Cette approche ne vous rend pas vulnérable ou faible. Au contraire, elle vous donne une force intérieure extraordinaire parce que vous ne permettez plus à leur toxicité de contaminer votre propre état d'esprit. Il est important de comprendre que cette approche ne signifie pas que vous devez accepter tous les comportements ou éviter de poser des limites nécessaires. Vous pouvez comprendre la source de leur comportement tout en vous protégeant efficacement de ses effets. Cette perspective développe également votre empathie et votre sagesse émotionnelle. Vous commencez à voir les êtres humains dans leur complexité, reconnaissant que même les personnes qui agissent mal portent en elles des blessures et des luttes invisibles. L'ironie magnifique de cette approche est qu'en cessant de prendre leur comportement personnellement, vous devenez souvent moins une cible pour eux. Les personnes toxiques sont attirées par les réactions émotionnelles fortes. Lorsque vous répondez avec calme et compréhension plutôt qu'avec défensivité ou colère, vous retirez une grande partie de leur motivation à continuer leur comportement blessant. Cette compréhension ne vous transforme pas en paillasson ou en victime. Elle vous transforme en personne sage qui peut naviguer dans les relations difficiles avec grâce et intelligence, protégeant votre paix intérieure tout en maintenant votre compassion pour la souffrance humaine universelle. Façon intelligente. Numéro 2. Maîtriser l'art du silence stratégique. La deuxième façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal réside dans la maîtrise de l'art du silence stratégique. Cette approche, profondément enracinée dans la sagesse stoïcienne, transforme ce que beaucoup perçoivent comme de la passivité en une force redoutable qui désoriente et neutralise les comportements toxiques. Épictète nous enseignait que le silence est plus sûr que la parole. Cette leçon prend une dimension particulièrement puissante lorsqu'on fait face à des personnes qui cherchent à nous provoquer, nous manipuler ou nous faire réagir émotionnellement. Le silence stratégique ne signifie pas devenir muet ou éviter toute communication. Il s'agit de choisir consciemment quand parler et quand se taire, en comprenant que votre silence peut souvent communiquer plus puissamment que n'importe quel mot. Lorsque quelqu'un vous lance des critiques blessantes, votre instinct naturel peut être de vous défendre, de contre-attaquer ou de vous justifier. Mais ces réactions donnent exactement à l'agresseur ce qu'il recherche, votre énergie émotionnelle, votre attention et la confirmation qu'il a le pouvoir de vous affecter. Le silence stratégique retire ce pouvoir. Lorsque vous répondez aux provocations par un calme imperturbable, vous créez un vide psychologique que l'autre personne ne sait pas comment interpréter. Ce silence les force à confronter leurs propres paroles et intentions sans le renforcement de votre réaction défensive. Cette approche est particulièrement efficace avec les manipulateurs et les narcissiques qui se nourrissent des réactions émotionnelles des autres. Votre silence les prive de cette nourriture psychologique et les amène souvent à révéler davantage leur vraie nature,
parfois au point de s'exposer devant d'autres témoins. Un aspect crucial du silence stratégique est qu'il doit être accompagné d'une présence calme et confiante. Il ne s'agit pas de vous replier sur vous-même ou de paraître intimidé. Votre silence doit émaner de votre force intérieure, pas de votre faiblesse. Pratiquez ce que j'appelle le silence du chêne. Imaginez que vous êtes un chêne centenaire face à une tempête. Vous ne bougez pas, ne réagissez pas aux rafales de vent, mais restez fermement enraciné dans votre propre stabilité. Cette image mentale vous aide à maintenir votre centre même face aux attaques les plus virulentes. Le silence stratégique vous donne également le temps de traiter l'information et de choisir votre réponse plutôt que de réagir impulsivement. Dans cet espace de silence, vous pouvez vous demander: cette situation mérite-t-elle vraiment mon énergie? Quelle serait la réponse la plus sage? Comment puis-je maintenir ma dignité tout en me protégeant? Cette pause consciente transforme souvent des confrontations potentiellement destructrices en opportunités de démontrer votre maturité émotionnelle et votre force de caractère. Les témoins de ces interactions remarquent généralement qui maintient son calme et qui perd le contrôle. Il y a aussi un pouvoir psychologique profond dans le silence. Lorsque vous ne réagissez pas aux provocations, vous obligez l'autre personne à s'interroger sur l'efficacité de ses tactiques. Ce doute peut progressivement les amener à modifier leur comportement envers vous, réalisant que leurs méthodes habituelles n'ont pas d'effet. Le silence stratégique ne signifie pas que vous ne devez jamais répondre ou poser de limites. Il s'agit de choisir vos moments avec sagesse. Parfois, après une période de silence qui a permis à la tension de retomber, une réponse calme et mesurée peut être beaucoup plus efficace qu'une réaction immédiate et émotionnelle. Cette pratique développe également votre discipline personnelle et votre maîtrise émotionnelle. Chaque fois que vous choisissez consciemment de ne pas réagir à une provocation, vous renforcez votre capacité à rester centré face à l'adversité. Marc Aurèle pratiquait ce principe dans ses interactions politiques les plus difficiles. Même face à des sénateurs hostiles ou des généraux rebelles, il maintenait souvent un silence digne qui communiquait sa force bien plus efficacement que n'importe quelle argumentation ou menace. Le silence stratégique vous protège également de dire quelque chose que vous pourriez regretter plus tard. Dans la chaleur de l'émotion, nous pouvons facilement prononcer des paroles qui endommagent irréparablement nos relations ou notre réputation. Le silence vous garde dans une position de force et de dignité. Façon intelligente numéro 3, établir des limites fermes mais respectueuses. La troisième façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal consiste à établir des limites claires, fermes mais respectueuses. Cette approche équilibrée vous permet de vous protéger efficacement sans devenir agressif ou méchant, maintenant ainsi votre intégrité tout en dissuadant les comportements inappropriés. Les stoïciens comprenaient profondément que nous avons non seulement le droit, mais aussi la responsabilité de protéger notre bien-être physique et émotionnel. Sénèque écrivait: « Personne ne peut vous faire du mal sans votre permission », ce qui signifie que nous avons le pouvoir de définir ce que nous acceptons et ce que nous refusons dans nos interactions. Établir des limites ne fait pas de vous une personne difficile ou peu aimable. Au contraire, cela fait de vous une personne qui se respecte et qui, par extension, inspire le respect des autres. Les personnes qui n'ont pas de limites claires deviennent souvent des cibles pour ceux qui cherchent à exploiter ou manipuler les autres. La première étape pour établir des limites efficaces consiste à identifier clairement vos valeurs non négociables. Quels comportements ne pouvez-vous absolument pas tolérer? Quelles actions vous font sentir irrespecté ou diminué? Cette clarté intérieure est essentielle avant de pouvoir communiquer vos limites aux autres. Une limite ferme mais respectueuse s'exprime généralement par des déclarations claires et factuelles plutôt que par des accusations ou des attaques personnelles. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en train de m'interrompre et c'est irrespectueux », vous pourriez dire « j'ai besoin de finir mes phrases avant que tu répondes. Peux-tu me laisser terminer ma pensée ?» Cette formulation accomplit plusieurs choses importantes.
Elle exprime clairement votre besoin, elle évite de mettre l'autre personne sur la défensive et elle offre une solution constructive. Cette approche augmente considérablement les chances que votre limite soit respectée. Les limites effectives incluent souvent des conséquences clairement exprimées. Si tu continues à me parler sur ce ton, je vais quitter la conversation. Ou, si tu ne respectes pas mes décisions concernant mes finances personnelles, nous devrons limiter nos discussions sur ce sujet. Ces conséquences ne sont pas des menaces, mais des informations sur la façon dont vous allez vous protéger. L'aspect crucial des limites stoïciennes est qu'elles sont centrées sur vos propres actions plutôt que sur le contrôle du comportement des autres. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous respecter, mais vous pouvez contrôler votre propre réponse à leur manque de respect. Un exercice puissant consiste à pratiquer l'établissement de limites dans des situations moins chargées émotionnellement, avant de les appliquer dans des conflits majeurs. Commencez par poser de petites limites avec des vendeurs insistants, des collègues qui prennent trop de votre temps ou des amis qui annulent constamment vos plans. Cette pratique vous aide à développer la confiance et les compétences nécessaires pour maintenir des limites plus importantes quand cela devient vraiment nécessaire. Comme tout muscle, votre capacité à poser des limites se renforce avec l'exercice. Il est important de comprendre que certaines personnes vont tester vos limites, surtout si vous commencez à en établir après une longue période, et sans elles. Cette résistance initiale est normale et ne signifie pas que vos limites ne sont pas légitimes. Maintenez votre position avec calme et constance. Les limites saines sont également flexibles et contextuelles. Ce que vous acceptez d'un ami proche peut être différent de ce que vous tolérez d'un collègue ou d'un étranger. Cette nuance ne représente pas de l'incohérence, mais de la sagesse sociale. Épictète nous enseigne que nous devons être doux comme une colombe et prudents comme un serpent. Cette métaphore capture parfaitement l'esprit des limites stoïciennes. Maintenir votre bienveillance et votre respect pour les autres tout en étant suffisamment sage pour vous protéger des comportements nuisibles. L'établissement de limites fermes mais respectueuses communique plusieurs messages puissants. Que vous vous valorisez, que vous êtes conscient de vos besoins, que vous n'êtes pas désespéré pour l'approbation des autres et que vous êtes capable de prendre soin de vous-même. Ces qualités inspirent naturellement plus de respect de la part des autres. Rappelez-vous que maintenir des limites peut parfois signifier perdre certaines relations. Cela peut être douloureux, mais les relations qui ne peuvent survivre à vos limites saines n'étaient probablement pas des relations qui contribuaient véritablement à votre bien-être. Façon intelligente numéro 4. Pratiquez le détachement émotionnel conscient. La quatrième façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal consiste à développer ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, un état de sérénité imperturbable qui vous permet de rester émotionnellement détaché des actions et opinions des autres sans devenir indifférent ou insensible. Cette pratique ne signifie pas supprimer vos émotions ou devenir une personne froide. Il s'agit plutôt de développer la capacité de ressentir vos émotions sans être contrôlé par elles et de maintenir votre équilibre intérieur indépendamment du chaos émotionnel que les autres peuvent tenter de créer autour de vous. Marc Aurèle maîtrisait cet art du détachement conscient, même en tant qu'empereur romain confronté à des trahisons, des critiques publiques et des conflits politiques intenses, il maintenait une perspective philosophique qui l'aidait à répondre avec sagesse plutôt qu'avec réactivité émotionnelle. Le détachement émotionnel commence par la reconnaissance que les émotions des autres leur appartiennent, tout comme vos émotions vous appartiennent. Lorsque quelqu'un exprime de la colère, de la jalousie ou de la méchanceté envers vous, ces émotions reflètent leur état intérieur et ne constituent pas nécessairement une vérité sur qui vous êtes. Un exercice fondamental consiste à pratiquer ce que j'appelle l'observation du météorologue émotionnel. Imaginez que vous observez les émotions, les vôtres et celles des autres, comme un météorologue observe les conditions atmosphériques. Vous pouvez noter « il y a de la colère dans l'air » ou « je remarque que la tristesse se forme ».
sans être emporté par ses conditions émotionnelles. Cette perspective vous permet de répondre aux situations difficiles avec plus de clarté et de sagesse. Au lieu d'être automatiquement entraîné dans les drames émotionnels des autres, vous pouvez choisir consciemment votre niveau d'engagement et votre type de réponse. Le détachement conscient implique également de développer ce que les bouddhistes appellent l'esprit du témoin, une partie de votre conscience qui peut observer vos propres réactions émotionnelles avec bienveillance et curiosité. Lorsque quelqu'un vous fait du mal et que vous sentez la colère ou la blessure monter en vous, cette partie témoin peut noter « Ah, voici la colère qui apparaît, c'est intéressant. Comment puis-je répondre de façon constructive ?» Cette auto-observation crée un espace crucial entre le stimulus, l'action blessante de l'autre, et votre réponse. Dans cet espace, vous avez le pouvoir de choisir. Vous n'êtes plus simplement réactif, vous devenez créatif dans vos réponses. Sénèque pratiquait une technique qu'il appelait « la vue depuis la montagne ». Lorsqu'il était confronté à des situations émotionnellement chargées, il imaginait qu'il observait la situation depuis le sommet d'une montagne, voyant tous les participants, y compris lui-même, comme de petites figures dans un paysage plus vaste. Cette perspective élargie l'aidait à maintenir sa sérénité et à prendre des décisions basées sur la sagesse plutôt que sur l'émotion immédiate. Vous pouvez adapter cette technique en vous demandant comment cette situation apparaîtra-t-elle dans 10 ans ou quelle importance aura ce conflit dans le contexte de toute ma vie. Le détachement émotionnel vous protège également de l'épuisement que peut causer l'interaction répétée avec des personnes toxiques. Lorsque vous n'investissez plus votre énergie émotionnelle dans leurs drames et manipulations, vous conservez cette énergie pour ce qui compte, vraiment dans votre vie. Cette pratique ne vous rend pas insensible aux vraies souffrances ou aux besoins légitimes des autres. Au contraire, en étant moins réactif aux manipulations et aux jeux psychologiques, vous devenez plus disponible pour offrir un soutien authentique aux personnes qui en ont vraiment besoin. Le détachement conscient développe également votre capacité d'empathie sans absorption. Vous pouvez comprendre et compatir avec la douleur des autres sans l'absorber dans votre propre système émotionnel. Cette compétence est particulièrement précieuse pour les personnes naturellement empathiques qui tendent à prendre sur elles les émotions de leur entourage. Un aspect important du détachement émotionnel est qu'il vous permet de voir les situations plus clairement. Lorsque vous n'êtes pas pris dans le tourbillon émotionnel, vous pouvez mieux identifier les patterns de comportement, reconnaître les manipulations et prendre des décisions plus sages sur la façon de gérer différentes personnes et situations. Cette pratique vous aide également à développer ce que les stoïciens appelaient l'équanimité, la capacité de maintenir votre paix intérieure face aux fluctuations constantes de la vie sociale et émotionnelle. Cette qualité vous rend moins vulnérable aux tactiques de ceux qui cherchent à vous déstabiliser ou vous manipuler. Façon intelligente. Numéro 5. Utilisez la réflexion miroir avec compassion. La 5e façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal consiste à maîtriser l'art de la réflexion miroir compassionnelle, une technique sophistiquée qui vous permet de renvoyer aux autres la responsabilité de leurs actions tout en maintenant votre propre intégrité et bienveillance. Cette approche ne consiste pas à rendre l'appareil ou à adopter un comportement vengeur. Il s'agit plutôt de créer un miroir psychologique qui permet à l'autre personne de voir clairement les conséquences et la nature de ses propres actions, souvent pour la première fois. Épictète nous enseignait que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réponses de manière à ce que ces réponses révèlent la vérité sur leur comportement. La réflexion miroir utilise cette sagesse de façon stratégique et éthique. Lorsque quelqu'un vous traite avec irrespect ou méchanceté, au lieu de répondre avec la même énergie négative, vous pouvez choisir de réfléchir leur comportement en restant parfaitement calme et factuel. Par exemple, si quelqu'un vous lance une insulte, vous pourriez répondre calmement « Je remarque que tu as choisi d'utiliser des mots blessants. Est-ce vraiment ainsi que tu veux être perçu ?» Cette approche accomplit plusieurs choses puissantes
simultanément. Elle évite l'escalade du conflit, elle maintient votre dignité, elle met l'accent sur leur choix comportemental et elle leur donne l'opportunité de se corriger. S'ils choisissent de continuer leur comportement inapproprié, après cette réflexion, ils révèlent clairement leur vraie nature à tous les témoins. La clé de la réflexion miroir compassionnelle est de maintenir un ton neutre et curieux plutôt qu'accusateur ou condescendant. Vous ne cherchez pas à humilier l'autre personne, mais à créer un moment de conscience qui pourrait l'amener à reconsidérer ses actions. Un autre exemple de cette technique, si quelqu'un essaie de vous manipuler émotionnellement, vous pourriez dire « Il me semble que tu essaies de me faire sentir coupable pour que je change ma décision. Est-ce que je me trompe ?» Cette observation directe mais respectueuse expose la manipulation sans agressivité. Marc Aurèle utilisait souvent cette approche dans ses interactions politiques. Face aux critiques injustes ou aux attaques personnelles, il répondait souvent par des questions qui amenaient ses détracteurs à examiner leurs propres motivations et la validité de leurs accusations. La réflexion miroir peut également prendre la forme de questions socratiques qui aident l'autre personne à explorer les conséquences de leurs actions. Comment penses-tu que ton comportement affecte notre relation ? Ou crois-tu que cette approche t'aide à obtenir ce que tu veux vraiment ? Sont des exemples de questions qui invitent à la réflexion sans attaque directe. Cette technique est particulièrement efficace avec les personnes qui ont l'habitude que les autres réagissent émotionnellement à leurs provocations. Lorsque vous répondez avec calme et clarté, analytique, vous cassez le pattern habituel et les forcez à confronter la réalité de leur comportement. Il est important de pratiquer la réflexion miroir avec une véritable compassion. Votre objectif n'est pas de gagner ou d'humilier l'autre personne, mais de créer une possibilité de communication plus authentique et respectueuse. Cette intention bienveillante transparaît dans votre ton et votre approche. La réflexion miroir vous protège également de l'absorption de leur négativité. En gardant le focus sur leurs actions et leurs choix plutôt que sur vos émotions ou vos défenses, vous maintenez votre propre centre émotionnel. Cette approche développe également votre capacité d'observation et d'analyse sociale. Plus vous pratiquez la reconnaissance et la verbalisation des patterns comportementaux, plus vous devenez habile à naviguer dans les interactions sociales complexes. Un aspect profond de la réflexion miroir compassionnelle est qu'elle peut parfois catalyser de véritables changements chez les autres. Lorsque les personnes sont confrontées calmement et respectueusement à la réalité de leurs actions, elles peuvent avoir des moments de prise de conscience qui les amènent à modifier leur comportement. Cependant, il est crucial de ne pas avoir d'attente sur les résultats. Votre responsabilité se limite à offrir ce miroir avec intégrité et compassion. La façon dont l'autre personne choisit de réagir à cette réflexion lui appartient entièrement. Sénèque nous rappelait que nous devons agir avec vertu indépendamment de la façon dont les autres choisissent de répondre. La réflexion miroir compassionnelle vous permet de maintenir votre propre standards éthiques tout en vous protégeant des comportements inappropriés des autres. Cette technique nécessite de la pratique pour être maîtrisée. Commencez par l'utiliser dans des situations moins chargées émotionnellement pour développer votre confiance et vos compétences avant de l'appliquer dans des conflits plus intenses. Façon intelligente numéro 6, développer une indifférence sélective. La 6e façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal consiste à développer ce que les stoïciens appelaient une indifférence sélective. La capacité de choisir consciemment ce qui mérite votre attention émotionnelle et votre énergie et ce qui peut être ignoré sans risque pour votre bien-être ou vos valeurs. Cette pratique ne transforme pas en personne froide ou insensible. Au contraire, elle vous permet d'investir votre énergie émotionnelle précieuse dans ce qui compte vraiment, plutôt que de la disperser dans toutes les petites irritations et provocations quotidiennes. Marc Aurèle développa cette compétence à la perfection, écrivant dans ses méditations « Comme les cours d'eau qui coulent, toutes choses passent. Combien insignifiantes sont toutes les choses humaines. Aujourd'hui, un nom, demain, une légende, et bientôt après,
plus rien du tout. L'indifférence sélective commence par développer une hiérarchie claire de ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quels sont vos objectifs les plus importants? Quelles relations méritent votre investissement émotionnel complet? Cette clarté vous aide à identifier rapidement ce qui mérite votre attention et ce qui peut être négligé. Lorsque quelqu'un fait un commentaire blessant sur votre apparence, vos choix de vie ou vos opinions, vous pouvez vous demander: cette opinion a-t-elle une quelconque importance pour mes objectifs réels? Cette personne possède-t-elle une expertise ou une perspective qui pourrait m'être utile? Son opinion influencera-t-elle réellement quelque chose d'important dans ma vie? Souvent, la réponse sera non. Dans ces cas, l'indifférence sélective vous permet simplement de noter l'information et de passer à autre chose, sans investir d'énergie émotionnelle dans une réaction ou une réponse. Cette approche est particulièrement libératrice à l'ère des réseaux sociaux, où nous sommes constamment exposés aux opinions, critiques et jugements de personnes qui n'ont aucune réelle influence sur notre vie quotidienne. L'indifférence sélective vous permet de consommer ce contenu sans laisser chaque opinion négative affecter votre humeur ou votre estime de vous-même. Un exercice puissant consiste à pratiquer ce que j'appelle le tri émotionnel quotidien. Chaque soir, réfléchissez aux différentes interactions et stimuli émotionnels de votre journée. Lesquels méritaient vraiment votre énergie émotionnelle? Lesquels vous ont fait gaspiller du temps et de l'énergie sur des choses sans importance? Cette réflexion développe votre capacité à faire ce tri en temps réel, vous permettant de devenir de plus en plus sélectif dans vos investissements émotionnels. L'indifférence sélective ne signifie pas ignorer tous les feedbacks ou critiques. Lorsque quelqu'un dont l'opinion vous importe ou qui possède une expertise pertinente vous fait une remarque même difficile à entendre, il peut être sage d'y prêter attention. La clé est de distinguer entre les critiques constructives qui peuvent vous aider à grandir et les attaques personnelles qui ne servent qu'à vous diminuer. Sénèque pratiquait cette discrimination avec une grande finesse. Il écoutait attentivement les conseils de ses menteurs philosophiques et les critiques légitimes de ses pairs, mais ignorait complètement les insultes et provocations de ses détracteurs politiques. Cette approche vous donne également un grand pouvoir dans les interactions sociales. Les personnes toxiques cherchent souvent à obtenir des réactions émotionnelles. Lorsque vous répondez avec indifférence authentique à leurs provocations, vous retirez une grande partie de leur motivation à continuer ces comportements. L'indifférence sélective se développe avec la pratique et la maturité émotionnelle. Au début, il peut être difficile de ne pas réagir à toutes les provocations ou critiques, mais avec le temps, vous développez une sorte de filtre émotionnel qui vous permet d'identifier rapidement ce qui mérite votre attention et ce qui peut être laissé de côté. Cette compétence est particulièrement précieuse pour les personnes hautement sensibles ou empathiques qui ont tendance à absorber et à réagir à tous les stimuli émotionnels de leur environnement. L'indifférence sélective leur permet de maintenir leur sensibilité pour ce qui compte vraiment, tout en se protégeant de la surcharge émotionnelle. Il est important de noter que l'indifférence sélective ne vous isole pas socialement. En fait, lorsque vous cessez de réagir aux drames et provocations insignifiants, vous devenez plus disponible pour des interactions authentiques et enrichissantes avec les personnes qui partagent vos valeurs et respectent votre bien-être. Cette pratique développe également votre confiance en vous-même. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation de tout le monde et de réagir à toutes les opinions, vous développez une solidité intérieure qui attire naturellement des relations plus saines et respectueuses. Épictète nous rappelait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou pensent de nous, mais nous pouvons contrôler l'importance que nous accordons à leurs opinions. L'indifférence sélective est la manifestation pratique de cette sagesse. Façon intelligente, numéro 7. Transformer la douleur en sagesse. La 7e façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal consiste à développer l'alchimie spirituelle qui transforme votre douleur et vos blessures en sagesse, compassion et force intérieure.
Cette transformation ne nie pas la réalité de la souffrance, mais lui donne un sens constructif et évolutionnaire. Les stoïciens comprenaient profondément que la souffrance fait partie inévitable de l'expérience humaine, mais ils avaient découvert que nous avons le pouvoir de choisir ce que nous faisons de cette souffrance. Nous pouvons la laisser nous aigrir et nous diminuer, ou nous pouvons l'utiliser comme matériau brut pour construire une sagesse plus profonde et une empathie plus large. Marc Aurèle, qui a vécu des trahisons politiques, des pertes familiales tragiques et d'énormes responsabilités publiques, écrivait « L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse, en ce qu'il faut être prêt et solide pour les coups qui arrivent à l'improviste. » Cette métaphore révèle une vérité profonde. Nous ne pouvons pas éviter tous les coups de la vie, mais nous pouvons apprendre à les recevoir avec grâce et à en extraire des leçons précieuses. La transformation de la douleur en sagesse commence par un changement fondamental de perspective. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», question qui tend à vous maintenir dans un état de victimisation. Vous pouvez apprendre à vous demander « Qu'est-ce que cette expérience peut m'enseigner ? Comment puis-je grandir à travers cette difficulté ?» Cette réorientation ne minimise pas votre douleur ou ne suggère pas que vous devriez être reconnaissant pour la maltraitance. Elle offre plutôt un cadre constructif pour traiter vos expériences difficiles de manière à ce qu'elles contribuent à votre développement plutôt qu'à votre destruction. Un exercice puissant consiste à tenir ce que j'appelle un journal de transformation. Lorsque vous vivez une expérience particulièrement douloureuse avec quelqu'un qui vous fait du mal, écrivez d'abord votre expérience émotionnelle brute, votre colère, votre tristesse, votre frustration. Permettez-vous de ressentir et d'exprimer pleinement ces émotions. Ensuite, dans une section séparée, explorez les questions transformationnelles. Qu'est-ce que cette expérience me révèle sur mes propres limites et besoins ? Quelles compétences ou forces suis-je en train de développer en naviguant à travers cette difficulté ? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus sage dans mes futures relations ? Cette pratique vous aide à extraire des insights précieux de vos expériences les plus difficiles. Vous commencez à voir que chaque personne toxique avec laquelle vous interagissez vous enseigne quelque chose d'important. Peut-être sur l'établissement de limites, la reconnaissance des signaux d'alarme, la confiance en votre intuition ou la valeur de l'autorespect. Sénèque pratiquait cette alchimie émotionnelle avec une maîtrise remarquable. Même ses expériences d'exil politique et de persécution sont devenues source de ses insights philosophiques les plus profonds. Il a transformé ses souffrances personnelles en enseignements universels qui continuent d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. La transformation de la douleur en sagesse développe également votre capacité d'empathie authentique. Lorsque vous avez traversé et transformé vos propres souffrances, vous développez une compréhension viscérale des luttes humaines universelles. Cette compréhension vous permet d'offrir un soutien plus authentique et efficace aux autres qui traversent des difficultés similaires. Cette approche vous aide également à développer ce que les psychologues appellent la croissance post-traumatique, la capacité de devenir plus fort, plus sage et plus résilient à travers l'adversité. Au lieu d'être simplement survivant de vos expériences difficiles, vous devenez quelqu'un qui a été façonné positivement par elles. Un aspect important de cette transformation est d'apprendre à honorer votre parcours sans vous y identifier de manière limitante. Vous pouvez reconnaître que vous avez été blessé sans vous définir comme une victime permanente. Vous pouvez tirer des leçons de vos expériences difficiles sans les romantiser ou les minimiser. Cette perspective transformationnelle change également votre relation avec les personnes qui vous ont fait du mal. Au lieu de les voir uniquement comme des sources de souffrance, vous pouvez commencer à les percevoir comme des enseignants, involontaires, qui ont contribué peut-être sans le vouloir à votre développement et à votre évolution personnelle. Cette reconnaissance ne signifie pas que vous devez leur être reconnaissant ou maintenir des relations avec des personnes toxiques. Elle signifie simplement que vous refusez de laisser leurs actions définir négativement votre trajectoire de vie. Vous reprenez votre pouvoir en utilisant même leur comportement négatif comme catalyseur pour votre croissance personnelle.
La transformation de la douleur en sagesse est un processus graduel qui nécessite de la patience avec vous-même. Il ne s'agit pas de forcer une attitude positive artificielle, mais de cultiver progressivement une perspective plus large et plus nuancée sur vos expériences de vie. Façon intelligente numéro 8, cultiver une résistance émotionnelle flexible. La 8e façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal consiste à développer ce que j'appelle une résistance émotionnelle flexible. La capacité de rester fort et centré face à l'adversité tout en maintenant votre ouverture, votre empathie et votre capacité d'adaptation aux différentes situations. Cette approche évite les deux extrêmes problématiques, la rigidité émotionnelle qui vous rend insensible et isolé et la perméabilité excessive qui vous rend vulnérable à toutes les influences négatives. Au lieu de cela, vous développez une flexibilité intelligente qui vous permet de vous adapter aux différentes personnes et situations tout en maintenant votre intégrité fondamentale. Les stoïciens utilisaient souvent la métaphore du bambou pour illustrer cette qualité. Le bambou est remarquablement fort et peut supporter des vents violents, mais sa force vient de sa flexibilité. Il plie sans se casser, puis revient à sa position naturelle lorsque la tempête passe. Épictète, qui avait vécu l'esclavage et l'oppression physique, développa une résistance extraordinaire qui lui permettait de maintenir sa liberté intérieure dans les circonstances les plus contraignantes. Mais cette résistance n'était pas rigide. Elle s'adaptait aux différentes situations tout en préservant ses principes fondamentaux. La résistance émotionnelle flexible commence par développer une conscience claire de vos valeurs non négociables et de vos limites essentielles. Ces éléments forment votre noyau dur, les aspects de votre identité et de votre bien-être que vous ne compromettez jamais. Autour de ce noyau, vous pouvez développer une flexibilité adaptative qui vous permet de naviguer dans différents contextes sociaux. Par exemple, votre valeur non négociable pourrait être le respect mutuel. Cette valeur reste constante dans toutes vos interactions. Cependant, la façon dont vous exprimez et défendez cette valeur peut varier selon que vous interagissez avec un collègue, un membre de votre famille ou un étranger agressif dans un magasin. Un exercice puissant pour développer cette flexibilité consiste à pratiquer ce que j'appelle l'adaptation contextuelle consciente. Avant d'entrer dans différentes situations sociales, prenez un moment pour vous demander quels sont mes objectifs dans cette interaction. Quelle approche serait la plus efficace avec cette personne particulière? Comment puis-je maintenir mes valeurs tout en adaptant mon style de communication? Cette préparation mentale vous permet de répondre de manière stratégique plutôt que réactive. Vous n'êtes plus simplement à la merci de vos réactions automatiques ou des provocations des autres. La résistance flexible inclut également la capacité de réguler votre perméabilité émotionnelle selon les situations. Avec des personnes de confiance qui vous respectent, vous pouvez vous permettre une plus grande ouverture émotionnelle. Avec des personnes toxiques ou manipulatrices, vous pouvez consciemment diminuer votre perméabilité émotionnelle sans devenir complètement fermé. Marc Aurèle maîtrisait cette capacité d'adaptation. Dans ses interactions avec ses proches, il montrait une grande vulnérabilité et affection. Dans ses responsabilités politiques, il maintenait une dignité calme mais accessible. Face à ses ennemis, il développait une résistance qui les empêchait de l'atteindre émotionnellement sans pour autant devenir cruel ou vindictif. Cette flexibilité émotionnelle vous permet également de reconnaître et de répondre appropriately aux différents types de personnes difficiles. La façon dont vous gérez un narcissique peut être différente de la façon dont vous abordez quelqu'un qui agit à partir de sa propre insécurité ou douleur. Un aspect important de la résistance flexible est qu'elle vous permet de maintenir votre humanité même face à des personnes qui agissent de manière inhumaine envers vous. Vous n'avez pas besoin de devenir comme elles pour vous protéger d'elles. Cette approche développe également votre intelligence émotionnelle et sociale. Plus vous pratiquez l'adaptation consciente à différentes personnes et situations,
plus vous devenez habile à lire les dynamiques sociales et à choisir les réponses les plus efficaces. La résistance émotionnelle flexible vous protège également de l'épuisement que peut causer l'interaction répétée avec des personnes difficiles. Au lieu de maintenir constamment vos défenses au maximum, vous apprenez à moduler votre énergie défensive selon les besoins réels de chaque situation. Sénèque pratiquait cette modulation avec grande sagesse. Il pouvait être profondément philosophique avec ses élèves, pragmatiquement politique avec ses collègues sénateurs et stoïquement résistant face aux persécutions impériales. Cette adaptabilité ne représentait pas de l'incohérence, mais une application intelligente de principes constants à des contextes variables. Cette compétence vous rend également plus efficace dans vos différents rôles de vie. Vous pouvez être un partenaire aimant, un parent patient, un collègue professionnel, et une personne fermement résistante aux abus, tout cela de manière cohérente avec vos valeurs profondes. Façon intelligente numéro 9. Pratiquez la réponse stratégique différée. La 9e façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal consiste à maîtriser l'art de la réponse stratégique différée, la capacité de choisir consciemment le moment, le lieu et la manière de répondre aux actions blessantes, plutôt que de réagir impulsivement dans le feu de l'émotion. Cette approche vous donne un avantage inconsidérable dans toutes vos interactions difficiles. Elle vous permet de répondre depuis un lieu de sagesse et de force, plutôt que depuis un lieu de réactivité émotionnelle, ce qui augmente considérablement l'efficacité de vos réponses. Les grands leaders stoïciens comme Marc Aurèle pratiquaient cette discipline avec une maîtrise remarquable. Même face aux provocations les plus intenses, trahison politique, critique publique ou crise militaire, ils prenaient le temps de réfléchir avant d'agir, consultant souvent ses principes philosophiques pour guider ses décisions. La réponse différée commence par la reconnaissance que vous n'êtes jamais obligé de répondre immédiatement à une provocation ou une agression. Cette prise de conscience en elle-même est libératrice. Vous pouvez toujours dire « je vais réfléchir à cela et te revenir ». Donnez-moi un moment pour traiter cette information, ou simplement prendre une pause avant de répondre. Cette pause crée un espace crucial où plusieurs processus importants peuvent se produire. D'abord, vos émotions initiales, souvent la colère, la surprise ou la douleur, ont le temps de se calmer, vous permettant de penser plus clairement. Ensuite, vous pouvez analyser la situation sous différents angles et considérer les conséquences possibles de différentes réponses. Un exercice puissant consiste à développer ce que j'appelle votre protocole de pause. Lorsque quelqu'un fait ou dit quelque chose qui vous blesse ou vous provoque, engagez automatiquement ce protocole. Respirez profondément 3 fois. Excusez-vous poliment de la conversation si nécessaire et prenez le temps dont vous avez besoin pour traiter la situation. Pendant cette pause, vous pouvez vous poser des questions stratégiques cruciales. Quel est vraiment l'objectif de cette personne? Quelle réponse serait la plus efficace pour protéger mon bien-être? Comment puis-je répondre d'une manière qui reflète mes valeurs? Y a-t-il une leçon ou une opportunité cachée dans cette situation? Sénèque utilisait ces pauses pour consulter ce qu'il appelait sa philosophie intérieure, son ensemble de principes et de valeurs qui guidaient ses décisions. Cette consultation l'aidait à répondre depuis un lieu d'intégrité plutôt que depuis un lieu de réactivité. La réponse différée vous permet également de choisir le moment optimal pour votre réponse. Parfois, répondre immédiatement devant témoin peut être approprié. D'autres fois, une conversation privée ultérieure peut être plus efficace. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout et de laisser les actions de l'autre personne révéler son propre caractère. Cette approche transforme souvent la dynamique de pouvoir dans vos relations difficiles. Les personnes qui cherchent à vous provoquer s'attendent à des réactions émotionnelles immédiates. Lorsque vous répondez avec calme et réflexion, vous démontrez un niveau de maturité et de contrôle qui peut les déstabiliser positivement. Un aspect important de la réponse différée est qu'elle vous permet de consulter des personnes de confiance avant d'agir.
Vous pouvez rechercher les perspectives de mentors, d'amis sages ou de thérapeutes pour vous aider à voir la situation sous différents angles et à identifier les réponses les plus constructives. Cette consultation ne signifie pas que vous avez besoin de l'approbation des autres pour agir, mais plutôt que vous reconnaissez la valeur des perspectives extérieures pour enrichir votre propre processus de décision. La stratégie différée peut également inclure la préparation de votre réponse. Si vous devez avoir une conversation difficile, vous pouvez prendre le temps de clarifier vos points principaux, de prévoir les objections possibles et de vous préparer émotionnellement pour différents scénarios. Cette préparation augmente considérablement vos chances de communiquer efficacement et de maintenir votre calme pendant l'interaction. Vous n'êtes plus pris au dépourvu par les tactiques de l'autre personne. Épictète enseignait que nous devons être comme des archers habiles. Nous prenons le temps de viser avant de tirer. Cette métaphore s'applique parfaitement aux réponses dans les conflits interpersonnels. Une réponse bien visée, même si elle est différée, est beaucoup plus efficace qu'une réaction immédiate mais mal ciblée. Il est important de noter que la réponse différée ne signifie pas éviter les confrontations nécessaires ou reporter indéfiniment les conversations importantes. Il s'agit plutôt de choisir consciemment le timing optimal pour maximiser l'efficacité de votre communication. Cette pratique développe également votre confiance en vous-même. Lorsque vous savez que vous pouvez compter sur votre capacité à réfléchir et à répondre avec sagesse, vous devenez naturellement moins anxieux face aux conflits et aux provocations. Vous développez une assurance calme qui transparaît dans toutes vos interactions. Façon intelligente numéro 10, créer une vie si riche que les personnes toxiques deviennent insignifiantes. La 10e et dernière façon intelligente de gérer ceux qui vous font du mal consiste à créer une existence si remplie de sens, de joie, de relations authentiques et de poursuites épanouissantes que les personnes toxiques perdent naturellement leur pouvoir d'affecter votre bien-être ou votre paix intérieure. Cette approche représente l'aboutissement ultime de la sagesse stoïcienne. Au lieu de vous concentrer principalement sur la défense contre ce qui vous nuit, vous investissez votre énergie dans la construction de ce qui vous nourrit. Cette stratégie transforme votre rapport à l'adversité de manière fondamentale. Marc Aurèle illustrait parfaitement cette approche. Malgré les énormes défis de gouverner un empire en crise, les trahisons politiques et les attaques personnelles constantes, il maintint un focus inébranlable sur ses responsabilités, ses relations précieuses et sa croissance philosophique. Cette richesse de vie rendit les actions de ses détracteurs remarquablement insignifiantes dans le contexte de son existence globale. Créer une vie riche commence par identifier et cultiver ce qui vous apporte véritablement de la joie, du sens et de la satisfaction. Quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps? Quelles sont les relations qui vous nourrissent et vous inspirent? Quels sont les objectifs qui vous donnent un sentiment de purpose et d'accomplissement? Cette clarification vous permet de rediriger votre attention et votre énergie vers ce qui compte vraiment. Au lieu de passer des heures à ruminer sur les actions de personnes toxiques ou à planifier des réponses à leurs provocations, vous investissez ce temps précieux dans la construction de votre propre épanouissement. Un exercice transformateur consiste à faire ce que j'appelle un audit de vie énergétique. Pendant une semaine, notez comment vous passez votre temps et votre énergie mentale. Combien de temps consacrez-vous aux relations nourrissantes versus aux interactions drainantes? Combien d'énergie mentale dépensez-vous à vous préoccuper des personnes toxiques versus à planifier et réaliser vos propres objectifs? Cette analyse révèle souvent des déséquilibres surprenants. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles donnent un pourcentage disproportionné de leur énergie vitale aux personnes et situations qui les diminuent, laissant peu de ressources pour ce qui pourrait véritablement les élever. La construction d'une vie riche implique également de développer ce que les psychologues appellent l'identité multiple, une sens de soi qui n'est pas dépendante d'un seul rôle, relation ou domaine de vie.
Plus votre identité est diversifiée et solidement ancrée dans vos propres valeurs et réalisations, moins vous êtes vulnérable aux attaques ou opinions négatives des autres. Sénèque cultivait délibérément cette richesse existentielle. Il était à la fois philosophe, écrivain, homme d'affaires, conseiller politique et ami dévoué. Cette diversité d'engagement signifiait que même lorsqu'un domaine de sa vie était attaqué ou compromis, il avait de nombreuses autres sources de satisfaction et d'identité. Cette approche développe ce que je colle l'immunité par l'abondance. Lorsque votre vie déborde de relations positives, d'activités épanouissantes et de sens personnel, les actions négatives des autres deviennent comme de petites gouttes de poison dans un océan de bien-être, insuffisantes pour affecter significativement la qualité générale de votre existence. La création d'une vie riche inclut également l'établissement de rituels et de pratiques qui nourrissent régulièrement votre âme. Cela peut inclure la méditation matinale, l'exercice physique, la lecture inspirante, les créations artistiques, le temps dans la nature ou les conversations profondes avec des personnes que vous respectez. Ces pratiques créent ce que les psychologues appellent la résilience proactive. Au lieu d'attendre d'être attaqué pour développer vos défenses, vous cultivez constamment des ressources intérieures qui vous rendent naturellement moins vulnérables aux influences négatives. Un aspect crucial de cette stratégie est d'apprendre à dire non aux invitations, obligations et relations qui ne s'alignent pas avec votre vision d'une vie riche. Chaque non à ce qui vous diminue est un oui à ce qui vous élève. Cette sélectivité peut parfois être socialement challenging, mais elle est essentielle pour créer l'espace nécessaire à l'épanouissement. Vous ne pouvez pas simultanément investir pleinement dans votre développement et maintenir des relations drainantes ou des engagements sans signification. Épictète, malgré ses limitations physiques et sociales, créa une existence remarquablement riche à travers son enseignement, ses amitiés philosophiques et sa pratique spirituelle. Cette richesse intérieure le rendit virtuellement invulnérable aux opinions et actions de ceux qui pourraient vouloir le diminuer. La beauté de cette approche est qu'elle est cumulative. Plus vous investissez dans la création d'une vie épanouissante, plus vous attirez naturellement des personnes et des opportunités qui soutiennent cette richesse. Vous entrez dans un cycle ascendant où votre bien-être attire plus de bien-être. Cette stratégie transforme également votre réponse naturelle aux personnes toxiques. Au lieu de réagir avec douleur ou colère, vous réagissez souvent avec une forme de pitié compatissante. Vous réalisez qu'elles attaquent depuis un lieu de pauvreté intérieure et vous avez de la compassion pour cette limitation sans permettre qu'elle affecte votre propre abondance. Conclusion, l'intégration de ces 10 stratégies dans votre vie quotidienne. Mes amis, nous arrivons à la conclusion de ce voyage à travers les 10 façons intelligentes de gérer ceux qui vous font du mal. Ces stratégies, enracinées dans la sagesse stoïcienne millénaire, offrent une approche complète et nuancée pour naviguer dans les relations difficiles, tout en préservant votre paix intérieure et votre intégrité personnelle. Il est important de comprendre que ces 10 stratégies ne sont pas destinées à être appliquées simultanément ou dans chaque situation. Elles forment plutôt une boîte à outils sophistiquée dans laquelle vous pouvez puiser selon les circonstances, les personnes impliquées et vos objectifs spécifiques. Certaines situations peuvent appeler à la compassion et à la compréhension de la première stratégie. D'autres peuvent nécessiter le silence stratégique de la deuxième approche. Les contextes particulièrement toxiques peuvent requérir l'établissement de limites fermes ou même l'indifférence sélective. L'art réside dans le discernement, savoir quelle approche utiliser, quand et avec qui. Ce qui unit toutes ces stratégies, c'est leur focus commun sur votre propre agency et responsabilité. Aucune ne dépend un changement de comportement de l'autre personne. Toutes vous donnent des moyens concrets de reprendre le contrôle de votre expérience, indépendamment de ce que les autres choisissent de faire. Cette autonomisation est l'essence même de la philosophie stoïcienne.
Reconnaître et exercer votre pouvoir sur ce qui vous appartient vraiment, vos pensées, vos émotions, vos réactions et vos choix, tout en acceptant avec sérénité ce qui échappe à votre contrôle. L'application de ces stratégies nécessite de la pratique et de la patience avec vous-même. Ne vous attendez pas à les maîtriser immédiatement. Commencez par celles qui résonnent le plus profondément avec votre situation actuelle et intégrez progressivement les autres au fur et à mesure que votre confiance et vos compétences se développent. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de devenir invulnérable ou insensible. L'objectif est de développer une force intérieure flexible qui vous permet de maintenir votre humanité, votre compassion et votre ouverture tout en vous protégeant efficacement des influences toxiques. Ces stratégies vous transforment de personnes réactives en personnes créatives dans vos relations. Au lieu d'être simples,